Bonjour à tous, il est 12h05, c'est Normandie Hebdo et bienvenue ici au Parc des Sports de Venoy. Pendant une demi-heure, nous allons faire le point sur la première partie de la saison du Stade Malherbe avec les joueurs et l'entraîneur. Les joueurs, vous le voyez derrière moi, ils sont en plein travail actuellement parce que vous le savez certainement, la trêve se termine et demain à 15h, Caen recevra Cannes dans le cadre de la 24e journée du championnat de France de première division. Alors Caen contre Cannes, c'est un petit peu un symbole, souvenez-vous l'année dernière, c'était le dernier match de la saison et après 3 buts de Brian Steen, Caen avait réussi à décrocher son maintien dans cette première division. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit retour en arrière. Nous sommes le 17 juillet 1989 avec la présentation des petits nouveaux et puis une sorte de photo de famille présentée par Jean-Claude Desjacques. On se retrouve après à l'intérieur du clubhouse avec les joueurs. Panzardo, Perard, Rio, Péan. Des nouveaux qui ne se sont pas encore complètement fondus dans l'ensemble malherbiste à l'occasion des matchs amicaux de préparation. Bilan assez maigre, 2 matchs nuls, un partout contre Nantes à Saint-Pierre-sur-Dive. Même score face au Dynamo de Berlin à Ouistreham. Sinon, défaite contre Dunkerque 1-0, contre Rouen samedi dernier 2-1. Mais pas d'affolement côté dirigeant, le mental est là et préparation ne veut pas dire championnat avec tous les enjeux que la compétition implique. D'abord, il s'intègre bien dans l'esprit, c'est déjà pas mal. Et dans le style de jeu canet, on ne peut pas dire que pour l'instant c'est parfait à 100%. Mais ce qu'on est certain, c'est qu'ils font tout pour y arriver. Et je crois que leur talent et leur expérience leur permettra d'y arriver très vite. Confession de Robert Nouzeret, samedi face à Lille, l'équipe de Malherbe part pour gagner. Premier match de la saison, c'est le 22 juillet, Lille-Caen, premier match et première défaite 1-0. Le Nord sous la chaleur pour cette ouverture du championnat de France de football. Quand en venant à Lille voulait faire un résultat, on connaît la suite. Alors explication de cette défaite. Tout d'abord, un ballon qui n'est pas parfaitement contrôlé par le milieu de terrain canet en première mi-temps. Et des avants lillois, Mobati Sauvager en particulier, très percutant. En ce début de rencontre, le SMC, malgré plusieurs alertes, reste assez timoré. Robert Nouzeret, inquiet, a déjà vu ce scénario lors des matchs amicaux. 16e minute, l'action du but lillois. Périeux, le capitaine lillois, perce la défense cannaise, sert parfaitement Mobati à la limite du hors-jeu, 1-0. On revoit le but au ralenti. Mobati très bien servi. Montagnier pris à contre-pied. Il essaie de se relever mais glisse. Et c'est Mobati qui glisse donc le ballon, lui, dans le but canet, 1-0. Caen sera incapable d'égaliser en deuxième période. Côté lillois, Pelé fait son numéro, plaisant à voir mais pas très efficace. Enfin, il y aura une lueur côté canet. 55e minute, ouverture de Rix pour Diver, intercepté par Thomas, mais mal contrôlé. Thomas qui bouscule Diver dans la surface de réparation. C'est donc le penalty en 2 temps, tiré par Jean-François Domergue. Première fois, Jean-François loge bien la balle dans le but lillois, mais les joueurs sont partis avant le tir au but. Alors on recommence, et là, Domergue rate 1-0. Caen commence donc le championnat 89-90 comme l'année dernière par une défaite. Deuxième journée, premier match à Caen, le 29 juillet. Le SMC reçoit Saint-Étienne. Ce sont les Canets qui vont l'emporter sur le score de 3-2. 2 buts de Fabrice Diver, dont un très spectaculaire qui sera d'ailleurs choisi par notre confrère L'équipe comme but de la semaine. Un but de Jean-François Domergue. Et puis en face, les buteurs, ils s'appellent Tibeuf et Vitschge. Troisième journée, nouveau déplacement. Caen s'en va sur la Côte d'Azur pour affronter Toulon, récite Patrice Anctil. La 6e minute sur une passe trop courte de Domergue, Zawi s'emparait du ballon pour Bognar, dont le tir était contré. Mais Bursac, qui avait bien suivi, n'avait plus qu'à glisser la balle au fond des filets. La sortie de Casoni à Toulon permettait aux Normands de réagir, mais à la suite d'un coup franc à 40 mètres des buts de Montagnier, Bognar partait balle au pied pour se jouer de la défense, avant de battre le gardien malherbiste d'un tir en coin. Une bien mauvaise soirée pour des Canets méconnaissables, une soirée qu'il faudra bien vite oublier avant le déplacement samedi à Brest. Alors, score final de ce match 2-0, mais surtout cette rencontre, elle marque la fin de carrière de footballeur de Jean-François Domergue, écarté de l'équipe. Alors Jean-François n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, mais vous le savez, il a de nouvelles fonctions au sein du club. Il est maintenant délégué général et il est très occupé. Alors, Patrice nous l'a dit tout à l'heure, le samedi suivant, le SMC se déplace à Brest. C'était le premier match de Loïc Perard sous ces nouvelles couleurs du Stade Malherbe. Loïc, comment vous abordiez cette rencontre ? Toujours les mêmes conditions. De toute manière, je suis quelqu'un de très très calme, donc je suis jamais tendu, je rentre sur le terrain assez décontracté. Et puis le fait que c'était mon premier match et tout, j'étais content parce que je pensais à cette époque-là que mes problèmes physiques étaient terminés.
Et puis bon, c'est tout. Je pense que bon, je borde des matchs comme je faisais à Laval et au Matra, donc sans aucune appréhension. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, pendant cette saison? Ça a été plutôt dur pour vous? Bah, ça a été difficile. Disons que les matchs amicaux, je n'ai rien ressenti, sauf le dernier à Cabourg où il m'est arrivé un petit claquage. Mais bon, on a mis du temps à trouver. On a mis pratiquement plus d'un mois et demi avant de trouver exactement ce que c'était. Donc ça a retardé beaucoup au niveau de la cicatrisation et tout. On m'a fait reprendre, ça reclaquait. Donc ça a mis beaucoup de temps. Pour une chose qui aurait dû durer 3 semaines, ça a duré 1 mois et demi, 2 mois. Donc après, bon, j'ai eu beaucoup en plus au niveau de la tête. Ça se passait mal étant donné qu'au Matra, je venais de subir une opération et je venais juste de revenir. J'avais fait les derniers matchs avec le Matra et je pensais qu'en venant à Caen, bon, j'aurais eu aucun problème pour retrouver la forme que j'avais avant, les 2 premières années au Matra et à Laval. Eh ben merci Loïc, bon courage pour demain. Récit du match, Marc Sadouni. Quelques actions parmi les plus spectaculaires de cette rencontre où tout s'est joué en deuxième mi-temps. Pas mal d'occasions ratées de part et d'autre. Celle-ci va notamment préfigurer les 2 buts encaissés par Caen. Un premier but, il sera refusé. Cabanas est aidé de son bras au lieu de sa tête. Une action qui intervient quelques instants après l'expulsion de Bucher. Du coup, les Brestois se déchaînent, un long dégagement, Cabanas prend Panzardo de vitesse, lobe et but. Le deuxième but, moins de 5 minutes plus tard, est la copie conforme du premier. Cabanas, toujours plus rapide que Panzardo. Coup franc de Rix, tête de Dumas, le SMC sauve joliment l'honneur. Le 12 août, Venoy accueille l'AS Monaco. Malherbe va concéder le match nul, 1 partout, en égalisant à quelques secondes de la fin grâce à Éric de Wilder. Après 5 matchs, Caen est 15e avec 3 points. Et une semaine plus tard, les Cannais se déplacent à Cannes. Non, ce n'est pas Fred Astaire, mais tout simplement Marco Mlinari qui effectuait ses débuts sous ses nouvelles couleurs samedi soir. Et il a parfaitement conduit le Balkanois avec d'entrée une belle reprise de la tête de Johnny Ekstrom renvoyée par la transversale. Marco Mlinari qui va même tenter une passe hasardeuse sur ce coup franc trop rapidement joué. Dumas va ouvrir en profondeur pour Fabrice Diver. Le jeune international espoir ne laissera aucune chance à Michel Dussuyer. Ça fait 1-0. On joue depuis moins de 10 minutes. Les Canois vont réagir, avec notamment Bruno Bellone qui s'engage, Montagnier qui le bloque. Après 2 erreurs consécutives, le gardien normand est sanctionné. Mais Mengual ne trouve pas la faille. Montagnier sera transpervé sur ce pénalty. Un pas de 2 de Mlinari à 1 minute de la pause et ça fait but. Ça fait donc 1-1. À la mi-temps, après le repos, les Canois vont faire la différence tout à fait logiquement avec qui? Mais avec Mlinari qui botte ce corner, reprise de la tête de Sassus et de Mengual. Et ça fait donc 2-1 pour l'équipe canoise. Mengual que l'on va retrouver toujours à la suite d'une superbe ouverture de Marco Mlinari. Et Mengual qui réussit le doublé. Mengual, le meilleur buteur du championnat de France, vous salue bien. La 7e journée de championnat va voir la visite à Venoy de Bordeaux, en tête alors du classement. Une première mi-temps avec quelques occasions, mais pas de but. On va donc se retrouver juste après la pause avec Jean-Claude Desjacques. Une deuxième période bizarre. On joue depuis 10 minutes, panne d'électricité, 15 minutes d'arrêt. Alors on discute. Le jeu reprend pour quelques minutes, deuxième panne. L'arbitre ne veut pas faire reprendre la partie avec 3 pylônes seulement. 15 minutes d'attente, on attend, donc on patiente. Le match à 3 mi-temps reprend. À 22h10, les Cannais ne mettent pas 2 minutes pour trouver la partition idéale. Rix dans ses œuvres, relais d'Avrillon qui prolonge pour Diver. Et c'est le défenseur bordelais qui détourne dans ses buts. Bordeaux, timoré, encaisse. Les Girondins seront incapables de revenir, même s'ils prennent d'assaut les buts normands de façon très stérile, toutefois. C'est le Bourgeois qui, a peu de temps après, la balle de 2-0 dans les pieds. En fait, le dernier quart d'heure sera émaillé d'incidents. Règlement de compte en tout genre, payant à l'offre, surtout si le premier n'est pas exempt de tout reproche, c'est le second qui sera expulsé pour geste dangereux. Alors Fabrice, Bordeaux, indéniablement, c'est une équipe qui vous réussit bien. On se souvient du match à l'Escure l'année dernière, où tout le monde vous voyait déjà en 2e division et où vous aviez marqué 3 buts, qui avaient permis à votre équipe de l'emporter 3-2 et donc de se maintenir. Alors comment vous expliquez cette réussite face à Bordeaux? C'est le bon vin qui vous donne des ailes? Non, je crois pas. Déjà au départ, j'aime pas le vin, donc ça doit pas être ça. Je crois que bon, il y a une certaine concentration et au niveau de tous ces matchs, que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe. Je crois que à ce moment-là où on jouait ce match, je crois qu'il restait 2 matchs.
Il fallait absolument gagner les 2 derniers pour s'en sortir, donc je crois que c'était surtout une question de motivation. D'accord. On retrouve la 8e journée avec Auxerre-Caen, c'était le 30 août 1989. Les Auxerrois sont en forme et ils le prouvent. Ils prennent d'entrée les Canets à la gorge. 5e minute, débordement de Vairua. Centre du Tahitien, Kovacs plonge, but. Non, ce n'est pas tout à fait l'avis du juge de touche qui a vu un hors-jeu du Hongrois. Et il est bien le seul au Stade Abbé Deschamps à avoir vu ce hors-jeu. Le public n'est pas content, les Auxerrois non plus. Ils font l'essentiel du jeu. 23e minute, Montagnier relâche. Frappe de Guerrero, détourné par Fournier. Auxerre pousse, 32e minute. Chiffaut pour Kovacs. Kovacs très incisif hier soir. Et Montagnier détourne le tir du Hongrois. 0-0 à la mi-temps, inquiétude pour Giroud. Caen se montre dangereux en contre-attaque. Alors les Auxerrois vont se mettre à l'abri sur un but de compensation. 58e minute, Catalano lobe la défense cannaise qui monte à toute vitesse. Darras et Chiffaut sont tout seuls, probablement trop seuls pour être honnête. Chiffaut ne s'est pas posé de questions, 1-0. 8 minutes plus tard, le fauchage de Kovacs dans la surface ne prête pas, cette fois, à discussion. Chiffaut transforme le penalty, 2-0. Caen va tenter de revenir et comme souvent, dans ces cas-là, ils se font prendre en contre. Vairua se sauve, il donne à Kovacs. 3-0, la semaine magique des Auxerrois continue. Mauvaise soirée donc pour les malherbistes qu'on retrouve 10 jours plus tard à Venoix contre Nantes. Christophe Gaumont. Les Nantais n'avaient pas fait le déplacement à Venoix pour fermer le jeu, bien au contraire, et ce sont eux, dès le début de la rencontre, qui portent le danger dans le camp canet. Deschamps lance Henry et oblige Montagnier à sortir dans les pieds du meneur de jeu des Canaries. Cela sent la poudre sur le terrain et dans les tribunes, et M. Bouillet est déjà obligé d'intervenir. Après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, les Canets ouvrent le score. Steen, d'une passe lobée, sert Dumas qui marque, mais le but sera logiquement refusé pour une position de hors-jeu de l'international espoir. Légère domination cannaise en ce début de match, mais pas beaucoup d'occasions de but très franches, si ce n'est ce tir de Rio qui passe à côté de la cage de Marot. Les joueurs de Robert Nouzaré piétinent et ce sont les Nantais en contre qui vont se procurer la meilleure occasion. Débordement de Hume, ratage de la défense centrale, Jakovlevic récupère le ballon, frappe instantanée, mais Montagnier, au prix d'un super arrêt réflexe, garde sa cage inviolée. À la mi-temps, 0-0. Après la pause, les malherbistes reviennent sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Ils vont d'ailleurs trouver la faille à la 57e minute. Le ballon est dans les pieds du capitaine canet Rix. Un échange avec son compatriote Steen, lequel lance Diver dans le dos de la défense nantaise. Tir à ras de terre croisé de l'attaquant international espoir. Marot est battu, Venoix respire. Le tournant du match à la 70e minute, M. Bouillet, pas toujours très cohérent, voit rouge et expulse Hume, coupable d'une agression sur Garcia. Réduit à 10, les Canaries subissent la pression cannaise, reprise de volée de Diver, repoussée difficilement par Marot, puis sur une nouvelle attaque normande, faute d'un défenseur nantais sur l'attaquant britannique Steen. La faute n'est pas évidente, mais Rix ne se pose pas de questions et expédie le ballon au fond des filets de Marot, 2-0. Les Nantais auront une dernière opportunité, Deschamps joue au chat à la souris avec Montagnier dans la surface de réparation, centre en retrait, Dumas s'en mêle les pinceaux, cafouillage et frappe nantaise à côté. Score final 2-0 pour Caen et nouvelle victoire à domicile. Robert Nouzaré pouvait réconforter ses joueurs à la fin de la rencontre. L'entraîneur canet se réjouit des progrès réalisés à domicile cette saison. Alors Rudy, ce match contre Nantes, c'était très intense, il y avait beaucoup d'occasions. Vous, personnellement, vous vous occupiez un petit peu plus de Didier Deschamps, le capitaine des Canaries, et apparemment, ça n'a pas été une soirée de tourpeau. Non, ça n'a pas été une soirée de tout repos, mais il faut savoir qu'on avait reçu Bordeaux une semaine avant, qu'on recevait le PSG une semaine après. C'était 3 grosses équipes qui nous rendaient visite à Venoix. Donc il nous fallait l'emporter contre Nantes, qui était normalement une des 3 équipes un peu moins huppées, si j'ose dire. Le match a été intense, on l'a emporté 2-0. Je crois que c'était l'essentiel, c'était de gagner à Venoix. Rencontre suivante, Metz-Caen, une rencontre qui n'a pas été franchement passionnante, comme nous le confirme Fabrice Liégard. Une sortie sous les sifflets qui en dit long. On s'est ennuyé, bien ennuyé, même samedi soir sur la pelouse lorraine. On attendait un Metz incisif, en quête de points. Raté, Metz a fait un match bien terne et Caen, à l'image de Diver qui cafouille dans la surface, eh bien Caen n'a pas convaincu.
Et mis à part sur ce tir tendu de Hinsberger, Montagnier a eu beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps pour réfléchir durant cette soirée. Et ce sont finalement les malherbistes qui ont réussi à se créer les plus belles occasions. À la 56e minute par exemple, Rio passe à Steen, beau tir du Britanno-Normand, mais la main sauve au prix d'un beau plongeon. Un sursaut d'orgueil des Messins en fin de partie n'y changera rien. Match nul sur toute la ligne, ce sont les Canets qui font la meilleure affaire, mais il faudra tout de même vite oublier ce match. Alors ce match, il voyait surtout le grand retour dans les rangs malherbistes d'Olivier Pichard, qui avait été absent pendant des mois. Olivier qui avait pourtant symbolisé, on le voit sur l'affiche qui est derrière, longtemps le Stade Malherbe. Olivier, pour les téléspectateurs qui ont la mémoire courte, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, une rupture partielle au mois de juin lors des barrages pour la montée en première division. Et ça m'a pris 15 mois. Ça doit être terrible, ça, de se retrouver absent du terrain pendant 15 mois. Oui, c'est terrible, mais il faut être assez fort pour s'en sortir tout seul et puis avoir un moral assez important pour essayer de revenir dans la lutte pour regagner sa place. Eh ben merci Olivier, on vous souhaite bonne chance pour demain. 11e journée, c'est Caen-Mulhouse, victoire 1-0 grâce à un but d'Yvan Le Bourgeois. Yvan, vous nous avez fait une deuxième mi-temps tout à fait fantastique, alors que vous aviez commencé la soirée comme remplaçant. Ben oui, remplaçant. Bon, disons que la première mi-temps, c'était pas trop bien passé. Je suis rentré en deuxième mi-temps pour faire voir à l'entraîneur qu'il s'était un peu trompé. Bon, bah, j'ai eu le bonheur de marquer un but et puis on a gagné ce match. On a l'impression que les Mulhousiens, avec 3 attaquants, donc vous étiez le 3e, n'ont jamais pu résoudre le problème tactique que vous leur posiez. Bah, je sais pas. Moi, je jouais sur le côté gauche. J'ai essayé de faire le maximum de moi-même pour essayer de les déséquilibrer. On a réussi à marquer un but et puis on a gagné ce match. Alors après Caen-Mulhouse, le Stade Malherbe est 10e et se déplace à Lyon. Les Lyonnais vont l'emporter 2-1. Mais Éric Péan, on parlera encore du premier but de l'OL. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est quand même pas très net. Bah non, mais enfin, net ou pas net, ça fait un but quand même. Hein. On se rappelle du but que Maradona avait marqué lors de la Coupe du Monde. Je veux dire, ça, ce sont des faits qui se sont passés. Et même après, on peut en parler, mais ça reste quand même. Je veux dire, malgré ces histoires qu'il y a eu, même d'arbitrage, ce qu'il faut retenir, c'est la bonne prestation qu'on a fait en deuxième mi-temps, où on aurait pu revenir au score. Enfin, je veux dire, on peut parler longtemps de ce qui s'est passé, mais ça ne change rien. Merci Eric. 13e journée de championnat, Caen PSG le 4 octobre. Belle victoire du SMC, 2-0. Un SMC qui est seul 10e au classement après ce match avec 12 points et qui va ensuite se déplacer à Toulouse. Bon match samedi soir au Stadium entre le Toulouse Football Club et le Stade de Malherbe-Caen. Surtout en première mi-temps où dès la 6e minute, après une nette domination, l'international espoir Jean-Philippe Delpech trompait Montagnier et malgré 3 défenseurs normands, il inscrivait le premier but. Une nette domination des joueurs de Pierre Mosca qui allait aggraver le score après une demi-heure de jeu. Interception de Pavon. 1-2 avec Assadourian. Pavon bute sur le gardien Canet. Marsico à l'affût passe à Assadourian, deuxième rideau. 2-0. Ce sera le score à la mi-temps. Dès la reprise du match, Caen va réduire le score. Coup franc. Fabrice Diver qui va pouvoir donner à Brigand Stein, bien démarqué, qui trouve le poteau. Le poteau renvoie la balle dans la cage toulousaine, 2-1. Plus rien ne sera marqué. Alors, cette rencontre contre le TFC, c'était la première, sans Graham Rix, qui s'était blessé contre le PSG. Graham, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement et comment ça va maintenant? What did happen to you and how do you feel now? I made a tackle against Calderon, I understand. J'ai fait un tacle sur Calderon, je crois, après 20 minutes du match contre Paris Saint-Germain. I carried on playing for 1 hour. Et j'ai eu très mal, mais j'ai continué à jouer pendant 1 heure. Mais après, je n'ai rien pu faire pendant 3 mois. Mais j'ai joué 8-9 matchs pendant la trêve et je me sens bien. Donc je crois que ça va aller. Et bien, bonne chance à vous également pour demain. Good luck for tomorrow against Cannes. 15e journée le 21 octobre à Caen contre Nice. Match nul 1 partout. Malherbe est alors 12e avec 13 points avant de se rendre à Sochaux. Une soirée tout à fait mémorable pour les Cannais, mais pas franchement dans le bon sens du terme.
Force est de reconnaître que les Canets n'ont pas pesé bien lourd sur la pelouse gorgée d'eau du Stade Bonal. Très vite dominés, les Rouges n'avaient que peu d'arguments pour se défendre devant cette équipe locale alerte et enthousiaste, à l'image de Laurent Crossi qui obligeait Pichard à détourner encore. Et c'est sur un coup franc à la 22e minute que les Sochaliens vont ouvrir le score. Expédié par Thomas, le ballon est dévié au passage par Thierry Lauré au fond des filets. Dès lors, la voie était ouverte. Carrasco avec Lucas qui remise en avant pour son partenaire. Mais Montagnier sort. Fall devant Lada renvoie approximativement et Crossi avec beaucoup de maîtrise et d'à-propos lobe victorieusement le gardien canet à la 25e minute. Thierry Lauré, Bazdarevic qui lance remarquablement à l'intérieur Fabrice Henry. Long centre manqué par Lada mais qui sera repris en demi-volée par Crossi qui ne s'est pas posé de questions pour alourdir l'addition, marquant ainsi son deuxième but de la soirée. À 3-0 après une demi-heure de jeu, on pouvait penser que la cause était entendue. Et c'est encore le défenseur sochalien qui, en récupérant cette ouverture d'Hadzibedzic, sera à l'origine du 4e but, marqué par Lada. Les doubistes manifestaient en effet une supériorité de tous les instants, avec ici un centre de Morin pour Lauré. Le danger est éloigné un instant, mais Henry reprend, avec Bazdarevic en relais. Henry embarque son vis-à-vis, Monsieur Wurtz se laisse jouer. Lada récupère et centre pour Oudjani entièrement démarqué. Cette fois, la cause est définitivement entendue. Alors, un seul homme, bien sûr, était qualifié pour parler de cette soirée. C'est le gardien de but, le pauvre Philippe Montagnier. Philippe, je suppose qu'une soirée comme celle-là, on s'en remet assez difficilement. Bah, c'est jamais bon pour le moral, pour le gardien de but et pour l'équipe, quoi. Parce que c'est vrai que 5-0, c'est toujours une pilule difficilement avalable. Mais ça fait partie du football, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Bah, paradoxalement, à ce moment-là, on venait de Nice où on avait fait une contre-performance à domicile et on était assez concentré sur le sujet de Sochaux et puis on pensait réussir à faire quelque chose. Puis c'est là où on voit que toute l'équipe, que le mot équipe n'est pas un vrai mot en football parce que quand il y a une défaite collective, bah, c'est vraiment une grosse défaite et lorsque tout va mal, bah, c'est toute l'équipe qui va mal. Et on ne peut pas dire que ce soit la défense, quoi, le gardien ou le milieu ou l'attaque qui n'ait pas marché. C'est un tout qui n'a pas collé ce jour-là. C'était un jour sans. Et puis malheureusement, ça s'est concrétisé par une sévère défaite. Alors le 4 novembre, les Canets accueillent Montpellier qui joue sans Cantona et sans Valderrama. Victoire 3-2 des Normands avec notamment un but superbe à la 44e minute de Michel Rio. Et celui-là, je ne résiste pas au plaisir de vous le remontrer. Un jeu pratiquement à une touche de balle. Contre favorable de points, jeu en triangle entre Steen, De Wilder et Rio, ponctué par une frappe puissante sous la barre de l'ancien Messin. C'est du grand art. 18e journée le 8 novembre, match nul 0-0 face au Racing à Paris et grand rendez-vous à Venoix 3 jours plus tard avec la venue de l'Olympique de Marseille dans un stade de Venoix bourré à craquer. Pas de chance pour les hommes de Robert Nouzaré. Jean-Pierre Papin était bien en forme. 7 minutes après le repos, il inscrit le premier but de l'OM dans un silence de cathédrale. Incroyable le réalisme et l'efficacité de l'avancante de l'équipe de France. Au coude à coude avec le stopper Hubert Fournier, il réussit tout de même, grâce au talon de son pied droit, à tromper Montagnier. Il y avait un trou de souris, mais cela a suffi au capitaine olympien. Marseille subit la rencontre, mais ne rompt pas. Et comme bien souvent dans ce genre de situation, l'OM va crucifier Malherbe en contre. L'Anglais Waddle s'échappe sur la gauche et centre pour l'inévitable Papin, qui marque dans le but vide. Alors, score final 2-0 pour l'OM. Hubert Fournier, ça fait quoi de se retrouver en face de Jean-Pierre Papin quand on est un jeune joueur comme vous et qu'on rentre en équipe première pour la première fois? Ben, j'ai pour habitude de pas trop me poser de questions, donc avant le match, j'étais pas plus concentré qu'un autre, quoi. Disons que c'est sûr que c'est le top niveau national. Ça m'a fait un peu drôle au départ, dans le couloir. Bon, après, on n'y pense plus vraiment. Vous vous êtes parlé avec lui sur le terrain ou pas du tout? Non, c'est vraiment chacun pour soi. Là. Non, il n'y a pas de discours à faire. Non, on ne s'est pas parlé. Il n'y a pas eu de méchanceté non plus. C'était un match comme un autre. Alors, quand Marseille, il marquait la fin des matchs allés et premier bilan, eh bien, le Stade Malherbe est alors 13e avec 16 points.
La saison reprend le 25 novembre à Saint-Étienne, match nul 0-0. Puis le premier match du dimanche, c'est une nouveauté cette saison, ça se passait le 3 décembre. Toulon vient à Venoy, match nul 2-2. Et Caen-Brest le 10 décembre, victoire normande 2-1. 2 buts d'Éric Balla. Alors Éric, cette première partie de la saison, elle se termine nettement mieux qu'elle n'avait commencé pour vous. Oui, absolument. J'ai marqué 3 buts dans les 2 derniers matchs en ayant fait des prestations honnêtes, et certains qu'en début de saison, ayant manqué les matchs amicaux, ça m'a un peu handicapé physiquement. J'étais rentré plus tôt que prévu et je suis sorti assez rapidement aussi de l'équipe. Eh bien, bonne chance aussi à vous pour ce match de demain contre Cannes. Dernier match avant la trêve, Monaco-Caen le 17 décembre, victoire des Monégasques 2-1. Mais ce match, on s'en souviendra surtout comme le dernier, avec Robert Nouzaret au poste d'entraîneur, puisque le SMC et son entraîneur se séparent. Jean-Jacques Fiolet l'annonce dès le dimanche soir. Robert et le club vont se quitter, mais nos relations ont toujours été bonnes et je pense qu'on se quittera en bons termes. Moi, j'ai eu la mauvaise habitude de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Donc je le paye, mais ça, je le savais qu'un jour ou l'autre, je paierais. Mais je suis pas la tête haute, fier d'avoir tenté quelque chose, d'avoir permis au club de se maintenir et surtout de laisser un club clé en main tout à fait propre. Alors le remplaçant de Robert Nouzaret, c'est vous, Daniel Jean Dupeux. On va voir tout de suite des images de votre arrivée à Caen, à l'aérodrome de Carpiquet. C'était le 20 décembre 89. Donc depuis, vous avez eu 1 mois et demi pour vous faire une petite idée sur l'équipe au travers des stages à la montagne et puis des différents matchs de préparation. Alors votre opinion sur l'avenir, la deuxième partie de la saison? Je crois que on doit réussir à faire une équipe stable, une équipe qui puisse aussi faire des matchs à l'extérieur et de les réussir et de ramener des points. Il me semble qu'il y a moyen de trouver une stabilité, peut-être la stabilité qui n'existait pas. Les garçons sont réceptifs dans le travail. Il y a beaucoup de bonne volonté et avec le public de Caen, je crois que le maintien doit être obtenu. Eh bien, merci Daniel, bonne chance à vous. Messieurs, merci. Rendez-vous demain à 15 h sur le terrain. Et puis, bien sûr, compte rendu complet donc, de ce match contre Cannes demain soir, dans Normandie Soir, à 19 h 10. Vous retrouvez maintenant la suite de Normandie Hebdo. Au revoir.